Merci Renata pour cette question. Euh, le surréalisme, comme je dis, c'est un élément d'importance vraiment capitale pour l'œuvre de Michaud, c'est la première chose. Je n'ai pas dit, mais j'ai dans mes notes, j'en ai beaucoup. Je n'ai pas dit que dans mes présentations, le surréalisme fait partie d'une triade. Cette triade, c'est la triade où, au départ, on trouve romantisme, puis symbolisme et surréalisme. C'est ce que je dis, je répète, ce sont, on en parle peu, je pense, même dans les manuels, très peu, notamment que les trois courants sont des idéalismes. Le premier point à mettre en évidence, c'est que dans les définitions du surréalisme, on a un certain idéalisme. Cet idéalisme que, on le sait, les surréalistes voyaient dans l'existence de ce point où tous les contraires disparaissent. Et là, de nouveau, un élément important que je dirais, euh, j'abuse, que je dirais syncrétique, notamment la croyance en cette existence d'une réalité. Qu'est-ce que c'est que le surréalisme encore? Eh bien évidemment, c'est une nouvelle conception dont je parle. Qu'est-ce que c'est que le surréalisme? On n'est pas entré dans le détail. Je pense que être fidèle à ce que je viens de dire, c'est aussi euh, une intériorisation de la parole. Le troisième ou le quatrième point qu'il ne faut pas oublier, on n'oublie jamais, notamment les deux grands poètes surréalistes, Dumas et Breton, étaient médecins. Et je pense que c'est par ce biais que la conception de Sigmund Freud est entrée dans cette, dans cette œuvre, dans cette œuvre littéraire, picturale et autre. J'ai dit, je reviens, c'est l'autre amour au départ, une nouvelle conception de la littérature. Et le surréalisme, c'est aussi, euh, c'est aussi cette vision où l'on n'imite plus la réalité. C'est une descente aux enfers en quelque sorte, plus profonde de la conscience. Et de nouveau, si je cherche à généraliser, je dis que la triade, romantisme, symbolisme, qu'est-ce que c'est? D'abord la formule banale mais riche en signification, la formule de Rimbaud. Je pense que non seulement Lautréamont, on est surréaliste, Rimbaud devait signifier beaucoup. Le cogito n'est plus le cogito, eh bien, déclin de la philosophie cartésienne, non seulement en France, c'est bien le moment où le cogito, alors le sujet pensant, trouve son successeur en quelque sorte, métaphoriquement parlant, notamment les philosophes parlent euh, de cogitor. Rimbaud, puis un autre, le cogitor, si l'on peut dire ainsi, cogitor, cela veut dire je suis pensé. Euh, cette nouvelle dimension du surréalisme qu'il faut bien dire euh, extrêmement important. Pour Michaud, le surréalisme, je l'ai dit, pour Michaud, c'est aussi, c'est bien ma seconde étude, ma première étude sur cette œuvre, notamment, j'ai beaucoup exploré et puis exploité la conception de Richard Nietzsche. C'était une découverte pour moi. Je ne vous parle que de découverte. Et cette découverte, c'est Poetica doświadczenia, euh, poétique de l'expérience. De nouveau, non seulement l'intériorisation de la parole, mais aussi du geste. Et si l'on me pose la question sur la peinture, comme tu le fais, je dirais que cette intériorisation du geste créateur, c'est cette partie euh, que l'on pourrait dire surréaliste, qui ne l'est vraiment pas.
il y a cette exploration du subconscient, et un certain Plume, c'est bien évidemment Charlot, cette expérience nouvelle du cinéma, et notre frère Charlie, c'est quelque chose qui compte. Il y a donc cette recherche qui n'est que l'intériorisation. Mais ce serait trop dire que de dire qu'il y a une partie surréaliste de l'œuvre de Michaud. Merci, merci beaucoup. Euh, la discussion est ouverte. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Euh, Anita? Oui, merci. Si je peux intervenir à mon tour, Yatko, pour te poser cette question que je n'arrive peut-être pas très bien à formuler parce qu'elle naît dans mon esprit, mais tu as beaucoup insisté sur la relativité que je trouve effectivement capitale dans le développement de la modernité, effectivement, et de sa définition aussi. Mais tu as également parlé de cette triade entre la perfection, l'unité, le troisième terme. Non, mais enfin, cette triade euh, qui me semble appartenir, donc, si je t'ai bien suivi, au temps passé. Et où est-ce que tu peux toucher là ou est-ce que c'est totalement en dehors de tes réflexions à cette question de l'unité qui se sépare alors, à cette époque même, du bien et du beau, parce que là, évidemment, ce sont des notions capitales. Nous savons que c'est le fondement de l'ancienne compréhension de l'esthétique. Est-ce que dans tes recherches, ça t'a paru également important avoir un sens que de est-ce que tu as pu observer d'une certaine manière se réaliser cette séparation des deux éléments, donc la morale finalement et l'esthétique. Et Voilà. si tu me le permets, je dirais que si l'on souligne l'importance de ce déclin de la tradition, le déclin de la tradition, c'est non seulement la disparition de cette unité, euh, perfection, unité et totalité, c'est aussi, c'est important, notamment cette remise en question de ce que notre civilisation judéo-chrétienne a depuis l'Antiquité, notamment ces qualités de l'être que la philosophie appelle euh, transcendantales. Depuis Platon, on sait que ce qui est vrai devrait être en même temps beau et devrait être en même temps bon. Alors, nous sommes donc dans d'abord la vérité qui vise l'ontologie, mais en même temps l'épistémologie. On a la beauté, on l'a bien dit, c'est l'esthétique, et on a, c'est ton propos, on a la bonté, notamment la morale et l'éthique. Et je pense que je mets de côté tout ce qui est politique, parce qu'il y a du politique là. Henri Méchonic, Henri dit, c'est du politique. La modernité, c'est du politique. Mais je mets de côté pour dire tout simplement que cette tradition euh, a été à plusieurs reprises, par beaucoup, remise en question. Et cette séparation de l'ontologie, de l'esthétique et de la morale est quelque chose d'important, à souligner au moins. Bien évidemment, je suis opiniâtre, je reviens à Baudelaire, l'esthétique de l'art. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Je suis opiniâtre. Qu'est-ce que dit Henri Michaud? Il dit, je crois en Dieu, certes, mais il n'en sait rien. Alors, voilà. Et puis, si l'on voit Louis-Ferdinand Céline, et si l'on voit d'autres voix,
tout de suite des conséquences. Des conséquences que la Grande Guerre, comme on dit en France, avait certainement approfondies. Et il y a la Seconde Guerre mondiale. Adorno a dit non, non, la poésie n'est plus possible. Alors, vous voyez bien que c'est une remise en question. Le sujet est politique parce que depuis un certain temps, en Pologne, on a beaucoup discuté. C'est-à-dire qu'il y a une opposition ferme entre la tradition, et la non-tradition. Je ne peux pas dire autrement. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, on est assez nombreux. Je ne sais pas si on a la possibilité de lever la main, parce que c'est pas toujours... Métaphorique. Ça marche pas toujours. J'ai pensé, Yatsuko, j'ai pensé encore à quelque chose. Donc, si vous me permettez, je monopolise un tout petit peu, mais je profite de l'occasion. Quand tu as parlé de cette picturalité, de l'usage de la peinture chez Michaud, j'ai tout de suite pensé, je ne sais pas pourquoi, c'est une association qui m'est venue un peu comme ça, à l'usage de la photo chez Annie Ernaux. Est-ce qu'on peut comparer ces deux usages, disons? Non. Non, pas du tout. La seule partie de cette œuvre à laquelle tu fais allusion, de l'œuvre michaudienne, où il y a des dessins, c'est cette partie, nous sommes dans les années 50, c'est ce qu'on appelle en français le livre narcotique. Là, on a des dessins qui accompagnent le texte de trois grands livres mescaliniens. Mais là, la signification, on est tout à fait différente. La signification, on fait d'imiter une sorte d'électrocardiogramme. Cela veut dire les pulsions de quelqu'un qui impose des drogues, c'est bien la main qui travaille. Un autre chapitre, mais sans lien avec le texte politique, ce sont deux films de Michaud, de cette époque mescalinienne, tournés par un metteur en scène, avec la participation de Michaud, où celui-ci fait le récit de ces visions, traduit en quelque sorte dans le langage filmique ces visions. C'est impressionnant. Okay. Okay. Merci beaucoup. Je vois une main levée. Monsieur le professeur Miroslav Loba, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde et bonjour professeur Rapak. Dans votre présentation, dans votre parcours de la modernité, vous avez insisté sur la crise du sujet cartésien. Et j'aimerais justement vous demander sur une autre piste que vous n'avez peut-être pas, pour des raisons de secours, suivi, je pense à cette déconstruction du sujet opérée au 19e et au 20e siècle, notamment par la psychanalyse, par le marxisme, par tout ce qu'on appelle, et par la pensée de Nietzsche, par tout ce qu'on appelle l'école du soupçon. Donc, le sujet a été délogé
a été privé de sa place centrale. Et ce nouveau sujet, toujours compromis, toujours en crise, oui, et celui qui habite l'imaginaire littéraire et l'imaginaire artistique. Donc, ce diagnostic négatif, oui, vous l'attachez surtout à la crise de la pensée cartésienne. Est-ce que justement vous prenez aussi en considération cette école du soupçon, cette déconstruction du sujet faite par ces trois grands maîtres du soupçon? Et est-ce que vous voyez une possibilité du rétablissement du sujet à travers l'art, à travers l'activité artistique? Oui, est-ce que cette image négative, oui, de l'individu, du moi, oui, peut-on, la littérature, oui, n'est-elle pas une opportunité, n'est-elle pas une chance de restituer le sujet? Monsieur le professeur, merci. Cher Mirek, merci. Je suis justement dans le sujet, les trois maîtres du soupçon. C'est bien évidemment un fait qui a beaucoup influencé la philosophie du XXe siècle. Je pense que, comme tu le dis, on a cette situation philosophique. Pour moi, un point de référence, d'abord, c'est la philosophie de la vie dont j'ai parlé. Je pense que les grands philosophes allemands avaient débuté cette discussion autour de la philosophie de la vie, c'est aussi un élément. Je pense que, comme tu le dis d'ailleurs, comme tu le suggères, on a toute la continuation, notamment tous les avatars de la phénoménologie, IM, sans aucun doute, sans développer vraiment. Si j'ai préparé un petit texte pour, pour l'appel à contribution de notre congrès ou colloque, je me suis aussi servi de ton ouvrage Sujet théorie littéraire en France après 60. Je pense que nous sommes dans une continuation. Je tiens à dire, ce n'est pas pour te faire compliment, mais pour dire simplement, contrairement à ce que tu viens de dire, pour moi, cette crise du sujet inaugurée au XIXe siècle, ce n'est pas du tout négatif. Je pense que c'est un phénomène auquel nous tous, peu importe partisans ou pas d'une idéologie, on doit tous être d'accord. L'unité du sujet n'est plus à retrouver. Et puis, je pense qu'un phénomène qui approfondit cette dispersion, c'est ce à quoi nous assistons actuellement. Cela veut dire cette nouvelle situation où l'Internet remplace ainsi de suite. Je pense que c'est bien ceci. Ce qui ne revient pas à dire que cette crise est définitive, même si le rétablissement est plus possible, tant de variantes. Habituellement, je me sers d'une citation, et je la trouve à cet égard-là, deux mots excellentes. Notamment, l'apparition du vers libre a été commentée par Stéphane Mallarmé par un petit texte
date, mais qui reste, notamment crise de verre, excusez. Et là, il dit que la crise est exquise. C'est le fait que voir seulement le côté négatif de la crise, faux. Les crises, c'est un moment de changement, de modification. Je pense que ceci est nécessaire, aussi bien aux lettres qu'aux artistes, qu'à tous les domaines qui nous sont. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, si j'ai bien compris, donc cette traversée du négatif, cette traversée du désert, hein, oui, elle est absolument nécessaire et parfois même salutaire. À condition qu'on se mette d'accord que ce n'est pas du négatif. C'est aussi du positif, l'un ou l'autre. Mais là, on retrouve, j'ai insisté sur le paradoxe, de nouveau un paradoxe, mais il est existentiel, non seulement artistique. Beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on est exactement dans le temps et je vois que le soleil est réapparu à Et Cracovie. voilà. Et comme Jacek doit partir bientôt, on ne va pas le retenir trop longtemps, sauf s'il y a encore une question. Toute une partie qui reste, je ne développe pas, faute de temps et faute de régime interne, je n'ai pas observé. C'est bien cet éclectisme. Vous travaillez sur les écrivains français qui sont éclectiques, qui sont postmodernes. Mais je ne développe pas. C'est fort intéressant. Tous les auteurs que je trouve, voilà l'expression, à l'extrême contemporain, c'est bien, c'est un sujet pour une autre rencontre. Je vous Oui, tout à remercie. fait. Je pense qu'on pourra continuer pendant une autre conférence de Pléiada. Donc, si tu acceptes une autre invitation dans l'avenir, ce sera avec plaisir. Et je pense qu'il est temps d'applaudir notre conférencier. Oh, que c'est Bon. gentil. Merci Un beaucoup, grand merci. Un grand merci. cher Jacek. Et je cède la parole à notre présidente, Bernadetta Wojciechowska, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette conférence où vous avez essayé de nous finalement faire une sorte de revue historique de l'apparition, du développement de cette nouvelle esthétique moderniste et postmoderne quelque part. On va rester avec vos pensées, vos idées. On va essayer aussi de peut-être d'en discuter entre nous. Et comme Renata a très bien dit, et vous aussi, vous l'avez mentionné, il y a en perspective ce grand congrès, le deuxième congrès des romanistes polonais qui se prépare au mois de novembre 2024 et donc qui sera consacré à un des problèmes qui a été aussi soulevé lors de votre conférence et lors des questions, la question du sujet. Donc, on va revenir à ces questions et on va les traiter. Mais pour le moment, je vous remercie énormément pour cette conférence, ce temps de réflexion que nous vous avez offert ce samedi, qui à Poznań est marqué par la neige. La neige commence à tomber. Ah bon? Donc, oui, voilà. Donc, et le soleil qui revient à Cracovie. Tout est relatif. À chacun sa météo. Oui, Tout est Bénia, relatif. excuse-moi de t'interrompre, mais on revient au sujet du dernier colloque à Poznań, donc les phénomènes météorologiques. D'accord. Mais tout est relatif, mais tout est lié en même temps. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois, Monsieur Václav Frapak. On est toujours honoré de pouvoir vous avoir parmi nous. Vous êtes un grand ami de Pléiada et on apprécie beaucoup votre coopération et votre aide dans différentes organisations, coopérations que nous avons encore devant nous et que nous avons eu également le plaisir de mener avant.
dans le passé, par le passé. Et donc, je vous invite, je profite de cela toujours pour vous inviter à la prochaine conférence qui cette fois-ci portera sur des sujets linguistiques et sera donnée par Margot Jatani-Joek de l'Université de Commission d'éducation nationale, l'ancienne Oui, c'est université vrai. de Cracovie. Et le sujet, c'est le rôle des marqueurs d'approximation dans la littérature fantastique du 19e siècle. Donc, il y aura de la littérature, mais une approche linguistique des phénomènes, des phénomènes littéraires. Et cette conférence se tiendra seulement le 2 mars. Donc, on se verra après la fête de Noël. Donc, on a une pause un peu plus longue que d'habitude, mais on a peut-être aussi besoin de souffler un petit peu et de nous retrouver avec plus d'envie et de désir de continuer notre réflexion de romanisme. Donc, je vous remercie encore une fois très chaleureusement. Je vous souhaite du beau temps, où que vous soyez, et puis au plaisir de nous revoir le plus vite possible, mais au plus tard demain. Merci.